Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous. J'ai toujours aimé dans Pompidou l'homme de la phrase qui, je crois, est sur les tote bags à l'entrée de cette salle. Arrêtez d'emmerder les Français. Mais pour le reste, étant très happé par les questions écologiques depuis quelques années, je dois vous dire que je n'étais pas forcément fanat des voies sur berge, des autoroutes, du Concorde ou du gaullisme. Et puis voilà que je suis tombé sur cette lettre tout à fait stupéfiante que je vais commencer par vous lire, faire un peu de lecture, cette lettre sur les arbres, que vous connaissez peut-être, qu'il écrit à Jacques Chaban-Delmas, son Premier ministre, en 1970. Je vous la lis dans son intégralité parce que vraiment chaque mot a son poids et qu'en plus le style en est magnifique. « Mon cher Premier ministre, écrit-il, j'ai eu par le plus grand des hasards communication d'une circulaire du ministère de l'Équipement dont je vous fais parvenir une photocopie. Cette circulaire était présentée comme un projet, mais en fait a déjà été communiquée à de très nombreux fonctionnaires chargés de son application, puisque c'est par l'un d'eux que j'en ai appris l'existence. Elle appelle de ma part deux réflexions. La première est qu'alors que le Conseil des ministres est saisi de l'augmentation de 3,50 francs d'une indemnité à quelques fonctionnaires, des décisions importantes sont prises par les services autour d'un ministère, en dehors de tout contrôle gouvernemental. La seconde, c'est que j'ai eu l'occasion d'exprimer en Conseil des ministres ma volonté de sauvegarder partout les arbres. Cette circulaire marque la plus profonde indifférence à l'égard des opinions du président de la République. En effet, il ressort que l'abattage des arbres le long des routes deviendra systématique sous prétexte de sécurité. Il est à noter qu'on envisage qu'avec beaucoup de prudence l'étude de mesures de déplacement des poteaux EDF ou PTT. C'est que là, il y a des administrations pour les défendre. Les arbres, eux, n'ont d'autres défenseurs que moi-même. Et il apparaît que cela ne compte pas. La France n'est pas faite pour permettre aux Français de circuler en voiture. Je répète cette phrase quand même de la part du président qui a construit les autoroutes. La France n'est pas faite pour permettre aux Français de circuler en voiture. Quelle que soit l'importance des problèmes de circulation et de sécurité routière, cela ne doit pas conduire à défigurer notre pays. On ne trouvera d'ailleurs une diminution durable des accidents de la circulation que dans l'éducation des conducteurs et l'instauration de règles simples, soulignées, simples, adaptées à la configuration de la route. L'important n'est pas de rouler lentement, mais de rouler à la vitesse que permettrait cette configuration, etc. La complication, ça, cette phrase est formidable, la complication recherchée à plaisir dans la signalisation sous toutes ses formes est une cause supplémentaire d'accidents, dans la mesure où les indications données dépassent la compréhension et les réflexes de bon nombre de conducteurs. Il est fâcheux, d'autre part, que le gouvernement ait accepté des règles trop lâches en matière d'alcoolémie, alors qu'il y a dans l'alcool une source d'accidents grave et constante, et que ce n'est pas en se vengeant sur les arbres que l'on palliera cette défaillance. Le maintien de nos routes plantées d'arbres, je pense en particulier aux magnifiques routes du Midi bordées de platanes, est essentiel pour la beauté de la France, pour la protection de la nature, pour la sauvegarde d'un environnement humain. La politique de la direction des routes est criminelle et sans remède. Les arbres ne seront pas replantés et de surplus, il faudrait des dizaines d'années pour refaire ce qui aura été défait. Nous avons des exemples. La route de Villefranche à Anse a été massacrée au moment même où on l'a doublée d'une autoroute pour les automobilistes pressés. Je vous demande de vous opposer à l'application de la circulaire des ponts et chaussées et de la faire immédiatement reporter. Je vous demande également de donner des instructions précises au ministre de l'Équipement pour que, sous divers prétextes, vieillissement des arbres, demande des municipalités, circonvenues et fermées à tout souci d'esthétique, problèmes financiers que pose l'entretien des arbres, les lagages, etc., on ne poursuive pas dans la pratique ce qu'on aurait abandonné dans le principe pour me donner une satisfaction d'apparence. Le sauvetage du paysage français doit être une de nos préoccupations constantes et primordiales. La vie moderne, dans son cadre de béton, de bitume et de néon, créera chez tous un besoin d'évasion, de nature, de beauté. L'autoroute sera utilisée pour les transports qui n'ont d'autre objet que d'aller d'un point à un autre. La route doit redevenir pour l'automobiliste, à la fin du XXe siècle, ce qu'était le chemin pour le piéton ou le cavalier, un itinéraire que l'on emprunte sans se hâter pour se distraire et voir la France. De grâce, laissons-lui son visage accueillant et ne détruisons pas systématiquement ce qui en fait la beauté. Je pense qu'on peut applaudir parce que ça... Et c'est d'ailleurs particulièrement d'actualité puisqu'il y a eu il y a quelques mois une polémique à propos, je crois, du conseil départemental de la Haute-Marne
qui voulait là aussi, je cite Pompidou, sous prétexte de sécurité, terminer l'abattage des platanes. Et donc, je me suis réintéressé sous ce prisme à Georges Pompidou. Et je dois dire que dans les 2 biographies que j'ai lues de lui, on ne cite pas grand-chose de son rapport à la nature. Et quand on cite le fameux discours de Chicago, sur lequel je vais revenir à l'instant, de 1970, on le fait uniquement, comme l'a fait d'ailleurs Jérémy Gallon à l'instant, pour rappeler que Pompidou a été hué, shame on you, Mr. Pompidou, que ça a été un événement dramatique, y compris pour Madame Pompidou, qui l'a très mal vécu. Et finalement, on oublie complètement le contenu de ce discours, qui est le premier discours prononcé par un chef d'État, je pense, dans l'histoire, qui prend à ce point au sérieux la question de la sauvegarde de la planète 2 ans avant le rapport Meadows. Et donc, j'aimerais reprendre cette lettre, point par point, au fond, et en tirer une sorte, en m'appuyant sur d'autres écrits ou faits de Georges Pompidou, une sorte de doctrine pompidolienne sur l'environnement qui pourrait nous être assez pratique aujourd'hui. D'abord, il y a cette phrase protection de la nature et sauvegarde d'un environnement humain. Il ne parle pas d'environnement, il parle d'un environnement humain. Alors décortiquons un peu ça. Protection de la nature d'abord. Pourquoi Pompidou veut protéger la nature? Pour sa beauté. Et pour sa beauté telle qu'elle est vue par les êtres humains. Il ne s'agit pas pour Pompidou de protéger la nature en soi, mais bien la nature que l'on fait. Il assume parfaitement l'anthropisation. Il n'est pas question encore de réensauvager. Mais simplement de constater que l'intérêt de l'homme pour la nature rejoint l'intérêt de la nature elle-même et de la vie en général. Et cette intuition, il la développe dans ce discours donc de Chicago. Alors, on a assez peu de compte rendu du discours de Chicago, on peut l'entendre, et quand on l'entend, on s'aperçoit qu'il y a un brouhaha dans la salle. Alors là, j'improvise, les biographes nous diront peut-être, mais peut-être dû justement à la réception très chahutée de Pompidou. Enfin, on a l'impression qu'en fait, on ne lui accorde pas beaucoup d'attention quand il fait ce discours. C'est un discours assez bref, et, et par ailleurs qu'il tient à dessein, par provocation, à Chicago, c'est-à-dire la ville des gratte-ciel, la ville des vents, la ville moderne par excellence. Et on a l'impression que Pompidou est un peu traité comme un écolo bobo, un peu en dehors de son temps, et qu'on ne le prend pas très au sérieux. Et pourtant, ce qu'il dit dans ce discours est exactement ce qu'on entendra 2 ans après dans le rapport Meadows, et qui est maintenant, évidemment, enfin j'espère, consensuel. Il dit... Il s'inquiète, et à l'époque, sans véritable donnée scientifique pour documenter ou soutenir son raisonnement, donc c'est davantage une intuition, il s'inquiète que les progrès que fait l'humanité pour dominer la nature finissent par la détruire, que l'homme, tel l'apprenti sorcier, finisse de périr par les forces qu'il a déchaînées. Il dit que la nature nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l'homme du début de ce siècle s'acharnait encore à maîtriser. C'est l'ambition moderne, l'homme maître et possesseur de la nature, mais comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la terre demeure habitable à l'homme. Et il s'inquiète aussi que des biens élémentaires comme l'air et l'eau commencent à faire défaut. Alors, on n'en est pas du tout encore à la question du carbone, mais on en est déjà à celle de la biodiversité. Pompidou est conscient du changement de paradigme, du fait qu'il faut passer de l'idée de maîtrise d'une force, disons, sauvage, qui nous tourmente, qui nous asservit d'une certaine manière, à celle d'un équilibre, d'une protection. Il comprend la question du temps long. C'est d'ailleurs très notable dans cette lettre. Il dit « Ah, on va replanter des arbres », et c'est ce qu'on entend beaucoup maintenant. On met des émissions, etc. On produit des émissions, mais c'est pas grave, on va planter des arbres, on va planter des arbres, on va planter des... Mais Pompidou, qui est petit-fils de paysan, il sait bien, il le dit dans cette lettre, que ça prend des dizaines d'années pour que les arbres poussent. Et que pour que les arbres forment une véritable communauté arborée, ce que les scientifiques appellent depuis les années 2000 le Wood Wide Web, parce qu'on s'aperçoit que les arbres communiquent entre eux via les champignons, via les mycorhizes, enfin qu'il y a des écosystèmes extrêmement complexes dans une forêt. Il faut non pas des dizaines d'années, mais des centaines d'années.
Francis Allais, qui voudrait réintroduire des forêts primaires en Europe. Vous savez qu'il n'y a plus de forêts primaires en Europe, à part en Pologne et dans les Carpates roumaines, c'est-à-dire de forêts qui n'ont pas été touchées par l'homme. Francis Allais, donc son projet, c'est un botaniste dont le projet est de réintroduire des forêts primaires, titre un peu, si vous voulez, symbolique, culturel et moral, dans les Ardennes, par exemple. Il dit que ça prend 1000 ans de faire une forêt primaire. 1000 ans pour que les premiers arbres, pour que l'humus se constitue, que les premiers arbres pionniers arrivent, que finalement ils soient remplacés par les essences plus pérennes, et que finalement la nature d'elle-même parvienne à son climax. Et son climax, effectivement, dans nos milieux tempérés, c'est une forêt. Et s'agissant des biens, ce qu'il appelle les biens élémentaires, la terre et l'eau, mais combien notre modernité, combien notre temps présent donne raison à Pompidou. Il se trouve que la terre et l'eau, ce sont exactement les deux sujets sur lesquels je travaille depuis quelques années, puisque j'ai publié un roman sur la terre qui s'appelait Humus, et le prochain s'intéressera à l'eau. Je pense que je ferai les 4 éléments. Et donc, la terre et l'eau. La terre, vous savez qu'aujourd'hui, 60% des terres agricoles européennes sont considérées comme appauvries, c'est-à-dire qu'on atteint un point où la fertilité pourrait ne pas revenir, un point de non-retour, où la terre devient simplement un substrat sur lequel on met des intrants pour faire pousser des plantes à faible valeur nutritive, que dans ces terres, mes chers lombriques disparaissent, ça c'est très bien décrit puisqu'il s'agit de pertes de biomasse qui peuvent atteindre 80%, et c'est pareil pour l'eau. Il y avait encore des endroits où l'eau était pure, et c'était là que les eaux minérales prennent leur matière première. Vous savez que la définition d'une eau en bouteille, c'est-à-dire soit d'une eau de source, soit d'une eau minérale, sa seule définition légale et réglementaire, au fond, c'est qu'elle ne traite pas, ou très peu, l'eau qu'elle prélève. Mais sinon, de l'eau en bouteille qui n'est pas minérale, mais qui est de l'eau de source, c'est la même provenance que l'eau du robinet, sauf qu'elle n'est pas traitée. Et on s'est aperçu récemment, dans les différents scandales, que les eaux minérales, les eaux en bouteille, sont obligées aujourd'hui, de manière plus ou moins discrète, de traiter leur eau, parce qu'il n'y a plus d'eau pure. Il n'y a plus de source suffisamment enfouie, profonde, pour être à l'abri des nitrates ou des résidus de pesticides. Donc, tout ça est tout de même extrêmement important pour nous, les hommes. C'est ce que dit bien Pompidou, pour que la Terre reste habitable à l'homme. Ce ne sont pas des sujets folkloriques. Et d'ailleurs, Pompidou agit, puisque, un an après ce discours, il crée le ministère de l'Environnement, qu'il confie à Robert Poujade, qu'il soutiendra dans sa tâche. Il crée, s'agissant de l'eau, les agences de bassin, qui est probablement une des structures administratives les plus pertinentes, puisqu'elle a l'intelligence de suivre la logique hydrologique. Les agences de bassin ne sont pas des cartes administratives imposées sur le territoire, mais elles suivent véritablement la logique du bassin versant. Il contrôle les installations polluantes, et il crée le parc naturel des Cévennes, il refuse, ai-je lu, la bétonisation de la Pinède derrière la plage de Pamplonne, et c'est sous son autorité, qui est également prise la circulaire Guichard, qui arrête la construction des grands ensembles. Donc en fait, assez paradoxalement, Pompidou, c'est à la fois le triomphe de la modernité, mais c'est aussi le début de la fin de la bétonisation. Alors, sauvegarde de la nature d'un côté, et de l'autre côté, il dit bien préservation de l'environnement humain. Il ne faut pas oublier qu'on parle de routes, on parle d'arbres plantés, et Pompidou, comme je le disais au début, assume absolument l'intrication de l'homme et de la nature. Il déclare d'ailleurs à ce sujet en 1971 « La France ne doit à aucun prix devenir une poussière d'agglomération urbaine dispersée dans un désert même verdoyant et entretenu. Sauver la nature, qui sera demain le premier besoin de l'homme, c'est sauver la nature habitée et cultivée. Une nature abandonnée par le paysan devient une nature artificielle, funèbre. Il est plus rentable d'avoir des terres habitées et cultivées par des hommes que d'avoir de vastes réserves nationales protégées fatalement par une masse de fonctionnaires. » Et là, on voit très bien le clivage qui se joue et qui est extrêmement vif aujourd'hui dans les débats écologiques, entre finalement ce qui vaudrait d'un côté ramener les humains dans des villes pour faire des économies d'émissions carbone, ce qui est tout à fait juste d'un point de vue factuel, et puis de l'autre côté réensauvager et laisser la nature à son libre cours, et puis de l'autre côté
ceux qui, au contraire, considèrent qu'on ne parviendra à réconcilier l'homme et la nature, à trouver un équilibre, que si, au contraire, on imbrique les habitations humaines dans leur milieu. Donc Pompidou est tout à fait hostile de ce point de vue-là au rewilding, au réensauvagement, et au contraire, je pense, extrêmement favorable à ce qui est aujourd'hui la pointe de la recherche scientifique, notamment celle de l'INRAE, c'est-à-dire l'agroécologie. L'agroécologie, c'est comment est-ce que l'homme peut entretenir la nature de manière qui lui soit profitable, donc qu'il retire des rendements égaux, voire supérieurs à ceux de l'agrochimie aujourd'hui, tout en utilisant, pour ce faire, face aux problèmes posés par la nature, des solutions fondées sur la nature elle-même. Vous savez, aux États-Unis, on en est au point aujourd'hui, comme il n'y a plus de pollinisateurs, les arboriculteurs sont obligés d'importer des abeilles par camion. Vous avez des dizaines de millions d'abeilles qui traversent les États-Unis par camion pour aller polliniser des vergers, parce que la disparition des haies leur a ôté leur habitat naturel. Donc ça, c'est le premier point, c'est que c'est une écologie humaniste, si je puis dire. En tout cas, c'est une écologie qui pense l'homme comme un être de nature, pas comme un être exclu de la nature, et qui cherche à trouver un rapport entre l'homme et son milieu, tout en prenant la question donc très au sérieux. Mon deuxième point, c'est la coexistence chez Pompidou entre le discours de la modernité et le discours de l'écologie. Alors d'abord, évidemment, parce que, comme il le dit, le bon environnement doit être compatible avec le progrès. Et on le voit très bien dans cette lettre quand il parle, à la fin, des autoroutes. Il dit « Je vous ai fait des autoroutes. Je vous ai fait des autoroutes pour que vous puissiez laisser les routes tranquilles. » Et donc, il s'agit bien de comprendre qu'on ne va pas sacrifier l'un pour l'autre, qu'il n'y a pas de préséance de l'un par rapport à l'autre, mais qu'il y a dans l'esprit de Pompidou une coexistence entre le progrès qui permet la circulation, la prospérité, et d'autre part, le soin de la nature. Évidemment, Pompidou est conscient de la difficulté des arbitrages politiques. Je pense que sur le fond, il est parfaitement clair avec lui-même, et sur le plan politique, il est conscient de la difficulté de ce discours. Il écrit ainsi à Claude Bourdet, le fondateur du Nouvel Obs, « Demandez donc aux électeurs populaires si le fait de moins hésiter à acheter... s'ils hésiteront moins à acheter un beefsteak pour les enfants ou une machine à laver pour la femme, si ça ne passe pas pour eux avant la lutte contre la pollution. » On a là tout le débat actuel entre la fin du mois et la fin du monde, qui est un débat pour moi un peu perdu d'avance, dans la mesure où nos démocraties sont institutionnellement conçues pour une ère industrielle. La durée des mandats, de 4, 5, 6 ans, correspond à ce qu'on peut faire pour ranimer une économie. En 4, 5, 6 ans, vous pouvez attirer des investissements étrangers, réduire le chômage, construire des routes, bref, faire vos preuves et vous représenter devant les électeurs en ayant changé la situation industrielle, économique, sociale du pays. En revanche, les durées dont nous parlons là, dont il parle dans la lettre, qui se mesurent en dizaines d'années, voire en millions, mais enfin, disons, soyons plus modestes, déjà en dizaines, sont évidemment des durées qui n'ont plus rien à voir avec le mandat politique tel qu'il est fixé aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons évidemment une tension très forte entre les structures démocratiques telles qu'elles sont organisées aujourd'hui par la démocratie en elle-même, mais les structures institutionnelles de la démocratie représentative classique qui correspondent à l'ère industrielle et l'exigence du vivant, dont Pompidou est par ailleurs parfaitement conscient. Mais il y a encore plus intéressant, il y a non seulement cette coexistence de la nature et du progrès, mais il y a l'idée que le but ultime de tout ce qu'on fait pour aller plus vite, pour être prospère, le but de tout ça, dialectiquement, eh bien, c'est justement de retrouver la nature. Et c'est cette interview tout à fait assez célèbre, tout à fait fascinante de Pompidou à la revue Réalité d'avril 1970. On se rappelle dans la lettre, il dit que l'humanité, dans son cadre de béton, aura de plus en plus besoin d'évasion de nature de beauté. Et là, dans cette interview, il fait un aparté. Il dit « Je vais vous dire maintenant ce que je pense en moi-même. J'arrête de parler en politique. Et je vous dirai que le côté paysan est peut-être le côté de l'avenir, par beaucoup d'aspects. Je suis, dit Pompidou, de ceux qui pensent que dans 50 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, la fortune consistera à pouvoir s'offrir la vie du paysan aisé du début du XXe siècle, à bien des égards, c'est-à-dire de l'espace autour de soi, de l'air pur,
des œufs frais, des poules élevées avec du grain, etc. On y ajoute des piscines et des automobiles, mais ce n'est pas une modification fondamentale. Il reste le besoin d'air, de pureté, de liberté, de silence. J'ai vu en entrant dans Aurillac qu'il y a une initiative apparemment pour un plan pour baisser la pollution sonore. Donc vous voyez, on est en plein dans le sujet. Alors je ne crois pas qu'il y ait des contradictions, dit Pompidou, et j'essaye de réaliser ce qui, je pense, sera un idéal très difficile à atteindre et très coûteux dans quelques dizaines d'années. Et aujourd'hui, que cherchent effectivement les urbains, les néo-ruraux fortunés? Ils cherchent exactement ça, ils cherchent le luxe, et le luxe, c'est l'air pur, les œufs frais et les poules élevées avec du grain. Il y a dans cette intuition de Pompidou, évidemment, un aspect existentiel qui a été rappelé en introduction, fondé dans sa propre expérience, dans sa propre vie. Il est très heureux dans son enfance en Haute-Auvergne, et si on en croit la biographie de Méry Bromberger, son père Léon, fils de paysan, et lui-même, je crois, professeur d'espagnol, si je ne me trompe pas, et lui-même assez virgilien, quelque part, dans son attitude, dans son rapport à l'environnement. Il dit en décrivant les lieux où Pompidou a grandi, que c'était une contrée pauvre mais riche en gourmandises, où il y avait des écrevisses dans les ruisseaux, des cèpes dans les bois, où on tuait le cochon une fois l'an, etc. Donc il y a toute cette espèce d'imaginaire d'enfance rurale, heureuse, qui fait qu'une fois devenu adulte et parisien, Pompidou restera très attaché à sa ferme de Carjac dans le Lot, où il vient se ressourcer. Et je trouve assez intéressant de ce point de vue-là que Pompidou soit celui qui crée, en plus du ministère de l'Environnement, les classes vertes. C'est l'idée que vous ne pouvez pas avoir de politique écologique uniquement fondée sur des datas et des restrictions. Qu'il faut mettre aux jeunes gens et aux humains en général le nez dans la nature. Qu'il faut recréer ce qu'Élisée Reclus appelait le sentiment de nature dans les sociétés modernes, et que ce sentiment de nature est la clé de toute politique de long terme. Alors que l'homme dans les agglomérations, dit Pompidou cette fois dans son discours de Chicago, est un homme accablé de servitude. Quelque part, et je vais y revenir dans un moment, quelque part la ville nous apprend l'obéissance, parce qu'il faut respecter une infinité de règles pour pouvoir coexister si nombreux dans un espace aussi restreint, alors que la nature, elle, nous apprend la liberté. C'est ce que dit Élisée Reclus aussi dans son Histoire d'un ruisseau, quand il parle des élèves dans les écoles qui réapprennent au cours de leurs 2 mois de grandes vacances, qui réapprennent à vivre libre. Et donc mon troisième point, c'est évidemment la plus grande des interrogations, surtout aujourd'hui. Comment se fait-il que cet homme soit à la fois aussi loquace sur l'écologie, la nature, et aussi critique de la bureaucratie? On s'inquiète toujours aujourd'hui que l'écologie soit productrice de normes. Alors quel est le rapport entre normes et écologie? Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe? Alors premièrement, je rappelle, dans ce texte, quand il nous parle des automobilistes, il dit quoi? Il ne dit pas je veux abolir les règles du code de la route. Il dit je veux des règles simples. Il dit notamment je veux des règles encore plus restrictives et contraignantes s'agissant du taux d'alcoolémie. Parce que la règle simple est une règle stricte. Et on confond aujourd'hui la simplification et la levée des contraintes. Ça a été criant durant la crise agricole. Les agriculteurs nous ont dit, à juste titre, et j'ai vu qu'il y avait encore des panneaux retournés là sur la route, nous ont dit à juste titre, il y a trop de normes. Qu'est-ce qu'on leur a dit? C'est pas grave, on vous enlève des contraintes, en l'occurrence des contraintes environnementales. Mais une norme simple demande un courage politique colossal, parce qu'elle est claire, parce qu'elle tranche. Une norme simple est une norme aussi juste, parce que personne ne peut y échapper par toutes sortes de combinaisons d'insiders. Et une norme simple est une norme compliquée à penser, parce qu'elle doit toucher juste. Mais que donc il ne faut pas confondre simplification et laxisme. Alors, pour démêler tout ça, j'aimerais revenir un instant, faire un petit sortie de route, prendre les chemins, pour rappeler quelques fondamentaux de la relation entre Pompidou et la question bureaucratique. Il y a cette phrase que l'on connaît bien, sur laquelle je ne reviens pas. Pompidou dit la même chose devant le Conseil d'État dans un langage plus soutenu. Je le cite rapidement. De perfectionnement en perfectionnement, notre droit public, dont la vertu première était la simplicité et la souplesse,
c'est progressivement compliqué au point de dérouter parfois les plus perspicaces. Dans le réseau complexe des règles et des principes, l'administrateur risque de se trouver peu à peu paralysé. Quant aux citoyens que le droit doit protéger et aider, c'est avec quelques raisons bien souvent qu'il affirme ne plus pouvoir le comprendre ni l'appliquer. Bon, là, les choses sont claires. L'inflation normative, qui n'était encore rien à l'époque par rapport à ce qu'elle est devenue, est parfaitement décrite, y compris dans les phénomènes antidémocratiques et d'injustice sociale qu'elle engendre. Ce n'est pas seulement une question économique, c'est une question qu'en fait les plus éloignés des centres de pouvoir et d'information en souffrent le plus, et les plus introduits en bénéficient davantage. Bon, ça, c'est sur la question, disons, de la norme de droit public. Donc, c'est simple, c'est clair, tout le monde est au courant. Mais ce qui est intéressant chez Pompidou, c'est que son analyse de la question bureaucratique ne s'arrête pas à la sphère publique. Elle couvre également la sphère privée. Il écrit, alors cette fois je crois que c'est dans le Neugordien, « Certes, nous ne sommes plus dirigés par des autocrates, l'époque n'est plus à Louis XIV dans son palais de Versailles, etc. Mais rien n'y ressemblerait davantage qu'un grand ordinateur dirigeant de la salle de commande électronique le conditionnement des hommes. Ce que Pompidou redoute, c'est une machine IBM réalisant les conditions propres à obtenir le rendement maximum dans une ambiance de musique douce et de couleurs apaisantes. Le bonheur que nos ingénieurs préparent à l'homme de demain ressemble vraiment trop aux conditions de vie idéales pour animaux domestiqués. » Donc Pompidou voit dans le développement, c'est extrêmement prescient je trouve, dans le développement technologique et dans le secteur privé, une menace pour la liberté humaine, une capacité à nous mettre en cage, au moins aussi terrifiante que celle que nous prépare l'administration. En tout cas, il n'y a chez Pompidou, qui est un homme de la modernité, aucune technolatrie. Et alors, pourquoi est-ce qu'on entre... Et j'en profite pour dire d'ailleurs qu'un des plus grands, pour moi, analystes de la bureaucratie moderne, qui est David Graeber, anthropologue, décédé trop jeune récemment, qui a écrit un très beau livre sur justement l'empire des règles, explique bien que la bureaucratie, ce n'est pas l'État, c'est un mode d'être de la société dans son ensemble qui concerne l'ensemble des sphères d'activité. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce qu'on nous inflige tout ça? Eh bien, la réponse est dans la lettre que je vous ai lue, sous prétexte de sécurité. C'est pour contrôler et éliminer le risque. Ce que Pompidou voit naître, c'est un État et une administration, je le cite, qui encadrent les individus, les mettent en fiches perforées, les désigneront demain par un numéro, déterminant la progression du niveau de vie, prenant en charge l'éducation, l'instruction, la formation professionnelle, bientôt le devoir et le droit de procréation, on y est, hein. Bientôt le devoir et le droit de procréation, on y est avec les initiatives récentes prises sur la fécondité en France, devenue politique publique. La durée du travail et du loisir, l'âge de la retraite, etc. C'est exactement l'énumération, je ne vais pas vous infliger, j'ai plus le temps, mais c'est exactement l'énumération que fait Tocqueville à la fin de la démocratie en Amérique. La bureaucratie, c'est un phénomène total qui vient, au fond, d'une tendance à transférer le risque. Un refus du risque et d'un souci de le transférer qui crée de la norme, que ce soit dans le public ou dans le privé. Alors, maintenant, je reviens à notre nature. Où vient-elle se loger là-dedans? Je rappelle la fin de la lettre de Pompidou. Il faut prendre des itinéraires que l'on emprunte sans se hâter. Voilà une belle définition de la liberté, un itinéraire que l'on emprunte sans se hâter. Mais ce n'est pas la liberté de l'optimisation, ce n'est pas la liberté de pouvoir aller n'importe où, à toute vitesse, de pouvoir acheter tout n'importe quand. Ce n'est pas la liberté de l'homme totalement indépendant des forces de la nature. Ce n'est pas la liberté, finalement, de l'ère moderne qui veut nous rendre autonomes de nous-mêmes, nous rendre homo deus. C'est une autre forme de liberté. C'est une forme de vagabondage. C'est une liberté non optimisatrice. Une liberté qui accepte les contraintes et qui fait, comme le disait Montaigne, de la liberté non pas un pouvoir sur les choses, mais un pouvoir sur soi. Et c'est là, je pense, que l'on peut trouver un lien très fort entre l'écologie d'un côté et la lutte contre la bureaucratie de l'autre. C'est le sentiment de liberté. Dans les deux cas, la nature nous offre la liberté et quelque part nous permet de nous évader intellectuellement de l'univers de cases IBM dans lequel nous entrons. C'était d'ailleurs l'intuition qui m'a toujours semblé assez peu commentée de Max Weber. Vous savez, Max Weber, un des premiers grands théoriciens de la technocratie à la fin du XIXe siècle, un sociologue, qui écrit cette phrase très fameuse à la fin de son livre sur le capitalisme,
nous allons mettre l'homme dans des cages d'acier. On dit toujours la cage d'acier, c'est la technocratie. Et en fait, la phrase se termine par « il restera dans des cages d'acier tant que la dernière goutte de pétrole ne sera pas épuisée ». Donc Max Weber fait un lien intuitif, développé nulle part ailleurs dans son œuvre, je crois, entre l'industrialisation et la bureaucratie. Et à l'inverse, un des penseurs fondateurs du libéralisme, Tocqueville, est aussi un grand amoureux, on retombe sur Pompidou, des arbres. Un texte posthume, publié à titre posthume de Tocqueville, est magnifique, qu'il écrit à la fin de son voyage aux États-Unis. Il va visiter les prisons, qu'il écrit La démocratie en Amérique, et à la fin, il a du temps libre, il va se balader un peu, toujours avec Gustave de Beaumont. Il part à cheval, lui aussi, dans les forêts du Michigan. Il part 15 jours comme ça, il traverse justement des forêts, des canopées et des forêts primaires. Et Tocqueville a des accents lamartiniens sur cette nature magnifique, sur les arbres qui tombent et qu'on laisse pourrir, qu'on ne débite pas, sur justement l'habitat qu'il crée pour les insectes, sur y compris les tribus indigènes qu'il rencontre et qui respectent un principe d'égalité qui impressionne Tocqueville. Et Tocqueville déjà se dit, mon Dieu, nous allons perdre le progrès que par ailleurs il appelle de ses voeux, il va nous faire perdre tout ça, il faut se dépêcher d'en profiter. Comme s'il y avait à la naissance du libéralisme et de l'idée de progrès une forme de regret. Mais on sent bien intuitivement qu'il y a dans la conscience de la singularité du vivant, eh bien, une même approche de l'homme et de la nature. Approcher l'homme par la singularité, l'approcher en tant que vivant, c'est refuser qu'il soit un numéro ou une case. De même qu'approcher la nature par le vivant, c'est évidemment refuser qu'elle disparaisse sous le béton. Et donc, il y a derrière tout ça, et je conclurai là-dessus, une forme quand même de projet de société, de projet de vie presque. Pompidou n'est pas un productiviste, un fanatique de la croissance. Il écrit contre le matérialisme de la société d'abondance, qui ne satisfait pas les aspirations de l'homme, qui ne donne pas un sens suffisant à la vie. Et il a des phrases assez étonnantes, je crois que c'est dans le Nœud gordien, sur la politique de loisirs qu'il faudrait donner à la France. Qu'un homme aime son travail, qu'il ait des loisirs, et des loisirs qui lui permettent de s'épanouir physiquement et intellectuellement sans sombrer dans l'ennui de l'ordre moral. Donc, si j'exagère un peu, je dirais que Pompidou, c'est un peu travailler moins pour gagner moins, vous voyez. En tout cas, c'est une manière de faire ce que je ne trouve plus trop aujourd'hui. C'est une doctrine, j'imagine de droite, en tout cas clairement gaulliste, qui prend très très au sérieux la question écologique, qui ne limite pas l'écologie à la lutte pour la décarbonation, qui ne limite pas non plus l'écologie à l'idée qu'on va faire de l'industrie verte, du développement durable, mais qui le prend très fondamentalement sur son aspect très existentiel du rapport de l'homme au vivant. Comment tout ça va-t-il finir ? David Graeber, que je citais déjà, disait que les grandes bureaucraties périssent quand les barbares viennent les raser. Au fond, Pompidou dit la même chose à la fin du Nœud gordien. Qui seront les barbares ? Et je dirais que, pour terminer sur une note peut-être d'humour, il ne faut pas hésiter non plus à oublier Pompidou, puisqu'il a eu cette phrase très belle qu'un homme d'État qui réussit est un homme d'État qu'on oublie. Montaigne dit exactement la même chose à propos de ses 2 mandats de maire de Bordeaux. Il dit « On me dit que je n'ai pas fait grand-chose, c'est donc que j'ai réussi ». Parce qu'au lieu faire des grands projets, d'imposer quelque part sa volonté à la nature et à ses concitoyens, l'homme d'État a su, comme il faut faire pour les écosystèmes, les laisser pousser. Je vous remercie.